Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, je souhaite te parler d'un outil que j'utilise tous les jours depuis plus d'un an. J'aurais bien du mal à m'en passer pour développer mes photos. Alors pour te dire la vérité, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. Je viens de terminer le développement de photos de mariage récemment et après une semaine à plus ou moins faire des choses répétitives, eh bien j'ai décidé d'effectuer certains changements justement sur l'accessoire pour me faciliter la vie. Et donc je me suis dit, c'est une bonne opportunité pour te montrer un peu comment elle fonctionne. Alors pour bien comprendre l'utilité d'un tel accessoire, je pense qu'il est important de comprendre à quel point en fin de compte les méthodes de travail évoluent dans le temps. Dans le passé, on avait tendance à faire les choses de façon analogue. Tout était une question de pousser un bouton ou de tourner une molette. Mais avec l'informatisation des procédés, eh bien, l'utilisateur a préféré bouger les curseurs à l'aide d'une souris. Cela dit, c'est curieux comment les années passent et ce qui était devenu obsolète devient en fin de compte la mode. Et les techniciens se sont aperçus que des fois, eh bien, ça va plus rapidement de faire les choses de façon analogue par rapport à bouger un curseur à travers un écran. Alors, on a commencé à voir certaines consoles réapparaître, surtout par exemple pour tout ce qui est production de musique, production de films, etc. Et depuis quelques années, eh bien, on en trouve également pour la photo. Il y avait d'ailleurs la société Loupedeck qui avait pris les devants en développant une console qui avait la forme d'un clavier standard, hein, comme celui-ci, et qui permettait justement d'interagir avec Lightroom. On tournait des boutons, des molettes, etc. et ça bougeait les curseurs dans Lightroom. Et malgré, en fin de compte, le succès de cette console, personnellement, je ne l'ai jamais aimé. Et ceci pour deux raisons. Eh bien, j'ai beau utiliser Lightroom depuis sa sortie, depuis 2007, l'idée d'acheter un accessoire qui est uniquement fait pour Lightroom, ça ne me convient pas. Et ensuite, il y a la taille. Comme je t'ai dit, c'était la taille d'un clavier. Et donc, du coup, ça rend les choses absolument impossibles si, comme moi, tu utilises une tablette graphique parce que tu ne peux pas remplacer le clavier par simplement cette console-là. Donc, il te faut le clavier, la console, plus la tablette graphique. C'est pas possible. Mais tout ça a changé en fin de compte en 2019. Pourquoi? Parce que en octobre 2019, ils ont sorti ça, la console, la Loupedeck CT. Comme tu peux voir, eh bien déjà la taille est extrêmement réduite par rapport à la taille d'un clavier. Et surtout, c'est que cette console-là, eh bien, elle fonctionne avec une infinité d'applications. Et comme on va le voir, il y a des applications qui sont reconnues nativement par cette console, mais tu pourrais utiliser toute application que tu veux à partir du moment où tu peux programmer, en fin de compte, des raccourcis clavier. Alors, justement, j'ai pris la décision en octobre 2019 d'acheter cette console. Hein. Je ne suis pas du tout sponsorisé par Loupedeck, je n'ai aucune relation, je n'ai jamais échangé quoi que ce soit avec eux, si ce n'est avec leur support. Alors, justement, pour te montrer comment ça fonctionne, eh bien, on va regarder une de mes images issues du mariage que je viens de traiter. On va essayer de la traiter, de la retraiter si tu veux, aussi bien dans Lightroom que dans Photoshop. Et puis, je vais appliquer les changements que je souhaite faire à cette console pour pouvoir travailler un peu plus facilement. Alors, pour brancher la console, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a un câble USB-C et il me suffit simplement de le brancher. Voilà, comme ceci. Pour te montrer ce qui se passe, eh bien, j'ai la GoPro, donc je m'assure à ce que l'image soit correcte ici sur la GoPro, que tu puisses voir tout ça. Je vais diminuer également la lumière de la veilleuse, ça va aider peut-être à voir ça, et je vais diminuer un petit peu l'éclairage aussi qui normalement m'éclaire. Voilà, ça évitera un petit peu de trop de reflets sur la console. Alors, je t'avouerai que je travaille toujours debout, je ne peux pas travailler assis, donc on va se mettre debout. Hein. Toi, tu peux rester assis, mais moi, je vais debout. Je vais appuyer sur mon bouton. Tu vas remarquer que le bureau se lève. Tu es au courant. Hein. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines là-dessus sur le bureau que j'utilise. Alors, pas forcément celui-ci, mais un autre que j'ai acheté justement il y a un mois de ça. Un mois ou 2 mois de ça d'ailleurs. Et si tu n'as pas vu la vidéo, le lien s'affiche en haut à droite. Alors, voilà qui est fait. Maintenant, on regarde ça. On est dans Lightroom. On est dans le module de bibliothèque de Lightroom. Comme tu peux voir, là, grâce à la GoPro, tu peux voir à quoi ressemble la console une fois qu'elle est allumée. Comme tu remarques, contrairement à l'autre console qui a la forme d'un clavier, eh bien celle-ci, elle a un écran LCD. Comme tu vas voir, c'est extrêmement pratique. Alors, je devrais quand même préciser une chose. C'est que quand je t'ai dit que la console de la taille clavier
ne faisait que Lightroom, je parle de la première version de la console. Ils ont sorti ensuite la console qui s'appelle Loupedeck Plus, et à ce moment-là, on peut l'utiliser avec autres produits que Lightroom. Mais il y avait quand même ce problème de facteur de taille. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque une chose, c'est que déjà, ce qui s'inscrit à l'écran, c'est spécifique au programme sur lequel on est, en l'occurrence Lightroom ici. Tu remarqueras que sur l'interface, qu'est-ce qu'on a? On a des molettes, 3 molettes de part et d'autre, à droite et à gauche. La fonctionnalité de ces molettes est inscrite ici, à cet endroit-là et à cet endroit-là. Ensuite, on trouve une grosse molette centrale. On trouve des boutons ici qui sont numérotés. Tu remarqueras qu'ils ont différentes couleurs en fonction, en fin de compte, de ce qui a été programmé, en fonction si c'est un raccourci clavier ou si c'est pour lancer un autre module dans Lightroom. Et puis on a des touches carrées. Le total est programmable. On peut tout reprogrammer. Tu remarqueras que même la molette centrale, eh bien, non seulement elle va fonctionner en tournant, mais on peut changer effectivement la fonctionnalité. Alors justement, regardons comment ça interagit. Là, on est dans le module de bibliothèque. Là, on est dans la vision grid, en fait. Mais regarde ce qui se passe si j'appuie sur la... D'abord, avant d'appuyer, regarde ce qui se passe. Si je tourne la molette, eh bien, comme on s'y attendrait, eh bien, ça augmente la taille. Voilà. Mais si j'appuie sur la molette, là, on passe dans la vue loupe. Et oui, toutes ces molettes-là, non seulement elles tournent, mais elles réagissent également à la pression de boutons. Donc c'est très pratique, ça permet effectivement de zoomer, de naviguer dans les photos très très rapidement. Ensuite, ici par exemple, où on a des flèches, eh bien si j'appuie là, on va passer sur l'autre image. Alors ça, c'est la version RAW, en fin de compte, de mon image, dans laquelle j'ai déjà appliqué toute la colorimétrie. Et si je rappuie sur la flèche de gauche, eh bien là, c'est mon TIFF, c'est-à-dire la photo que j'ai livrée à mon client. Voilà. Donc, ensuite, on est dans le module de bibliothèque, mais on pourrait aller dans le module de développement. Pour aller dans le module de développement, eh bien, il me suffit d'appuyer sur le chiffre 2. Alors là, on est dans le module de développement. Alors, je ne vais pas changer quoi que ce soit sur cette image, tout simplement, parce que c'est ma photo finale. Donc, ce que je propose, c'est d'aller sur le fichier RAW, et puis on va créer une copie virtuelle. Et comme tu peux voir, eh bien, j'ai une option ici, copie virtuelle. Je vais cliquer là-dessus. Et maintenant, je vais aussi changer la couleur. Alors là, je vais utiliser le clavier, parce que pour changer les couleurs des photos, il faudrait que je passe en bibliothèque, ici, sur le 1. Et une fois que je suis en bibliothèque, eh bien, là, je pourrais changer, en fin de compte, les couleurs. Mais je ne vais pas le faire, je vais revenir sur le développement. Voilà, et je vais mettre la couleur que je veux, par exemple le vert. Voilà. Alors, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce que l'on peut faire? Par exemple, regarde, on a différentes fonctionnalités. Là où tu vois Exp, High, White, c'est en anglais effectivement, mais tu pourras avoir l'interface en français. Donc là, on a l'exposition, les hautes lumières, le blanc, les ombres, le noir, le contraste. Tu vas me dire, oui, mais attends, ok, il y a 6 molettes, seulement on a beaucoup plus que 6 curseurs dans l'outil. Donc comment on fait? Eh bien, justement, regarde ce qui se passe. Il me suffit simplement de passer avec le doigt et de monter comme ceci, et je passe à une autre page. Ainsi, on n'a que 6 molettes, mais on peut avoir autant de pages que l'on veut, et donc accéder à toutes les fonctionnalités que l'on souhaite. En l'occurrence, maintenant, eh bien, cette molette-là qui gérait l'exposition, maintenant elle gère la texture, ici la clarté, là c'est l'anti-voile, là c'est la netteté, le masque de la netteté, la clarté, et si je refais encore une fois, on arrive à la température, et à la teinte, la vibrance et la saturation. Je refais encore une fois, et on revient, en fin de compte, à la première. Donc justement, si on regarde sur celle-ci, regarde, là si je bouge le curseur, eh bien, automatiquement, il m'a ouvert le panneau des réglages de base et il m'a changé l'exposition. Et alors, vraiment, le gros avantage que ça a d'utiliser la console par rapport justement à bouger les curseurs, parce que ce n'est pas une question uniquement de fainéantise, c'est qu'en bougeant les curseurs, tu es obligé en fin de compte de regarder où tu as la souris qui se déplace sur le curseur. Or, en réalité, ce que tu devrais regarder, c'est l'image et voir le changement qui est en train d'être appliqué et faire ton choix, en fin de compte, du niveau du changement que tu souhaites appliquer. Et donc, grâce à ça, eh bien, quand je tourne la molette, moi, je n'ai pas besoin de regarder mes doigts en train de tourner la molette. En plus, avec l'expérience, au fur et à mesure, tu sauras passer d'une molette à l'autre, il n'y aura absolument aucun souci. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je regarde uniquement l'image. Donc je me fous en quelque sorte de savoir la valeur du chiffre que
que j'obtiens, là, c'est plus 0,60, mais ça m'est complètement égal. Ça pourrait avoir un intérêt si j'essaie effectivement d'avoir deux photos qui soient avec les mêmes réglages, qui se rapprochent. Mais on a d'autres fonctionnalités pour le faire. Donc ça, c'était pour l'exposition, mais par exemple, la température. Tiens, si je descends, eh bien, regarde, je pourrais baisser la température, je pourrais l'augmenter sans aucun souci. Et puis, si j'appuie sur le bouton, eh bien, ça repasse à 0, c'est-à-dire ça revient à la version que l'on a de base. Alors, je pourrais revenir en arrière parce que je n'ai pas envie de travailler avec l'image comme ça. Par exemple, si je fais Undo, tu vois dans l'historique, on est en train de revenir en arrière. Hop, 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 voilà, on est revenu à la copie virtuelle. Mais je pourrais aussi, par exemple, choisir de recadrer l'image. Donc là, j'appuie là-dessus. Et là, tu remarqueras que le panneau, en fin de compte, s'adapte justement à l'outil qu'on est en train d'utiliser. Et donc, par exemple, là, eh bien, on est, comme on peut le voir sur l'écran, on est en 5 par 7. Mais je pourrais très bien choisir d'avoir 2 par 3. Et tu vois que le cadrage vient de s'adapter. Ensuite, je pourrais régler, si je trouve que mon image n'est pas droite, comme ceci, je pourrais régler finement, et c'est beaucoup plus pratique de faire ça que de le faire avec un curseur, avec la souris, ou et encore pire, avec un stylo sur une tablette. Mais tu remarqueras que cette molette ici, elle a aussi d'autres fonctionnalités. Donc par exemple, si j'appuie en bas, là, eh bien c'est la taille, en fin de compte, qu'on va régler. Tu vois, ici, je règle la taille. Si j'appuie en haut, eh bien là, c'est l'orientation. Voilà. Et puis bien sûr, je peux revenir en arrière. Alors, je pourrais faire d'autres choses, par exemple, je pourrais changer le masque que l'on a devant. Donc là, si j'appuie sur ça, et bien là, on passe maintenant à ce nouveau masque qui est sorti au mois d'octobre dernier. Je rappuie encore, là, je vois les différentes tailles que ça donnerait, si je veux passer en 5 par 7, en 4 par 3, en 4 par 5, etc. Je pourrais appuyer encore, et là, j'ai le grid. Je pourrais changer complètement l'orientation, par exemple, en appuyant ici, et là, on se retrouve à l'horizontale. Donc, il y a vraiment plein de choses que l'on peut faire. Et si tu veux, par exemple, être en 16 neuvième, eh bien là, au lieu de, tout à l'heure, tu as vu, pour les différentes pages qui correspondent aux molettes, il fallait monter en haut et en bas. Mais là, pour ces pages ici sur le panneau, il suffit de bouger latéralement. Et là, tu vois que je vais avoir le 16 par 9, par exemple. Voilà. Donc, si je reviens en arrière, eh bien, je fais Undo, voilà. Et puis, je peux quitter ça en revenant sur le 2. Et puis on pourrait se dire, tiens, et si tu voulais appliquer un autre outil? Bah, regardons justement, qu'est-ce que l'on a? On a par exemple le filtre gradué. Alors là, par contre, il va falloir bien sûr que j'utilise là. Alors c'est vrai que là, eh bien, on ne le voit pas le filtre gradué. Mais regarde, si j'appuie sur Key O, eh bien là, il me montre effectivement où se trouve le filtre. Le Key H, là, il me montre en fin de compte où sont les barres. Et qui delete, eh bien ça supprime entièrement le filtre. Donc je reviens en arrière, voici. Alors, normalement, j'appuie sur le 2 pour revenir à la page de départ. Alors ça, c'est en gros ce qu'on peut faire, et puis il y a plein de choses, hein. Par exemple, si je vais sur le 3, là, tu t'aperçois qu'on a des couleurs, et puis ça continue. Alors d'après toi, c'est quoi? Eh bien oui, c'est notre panneau de TSL. Regarde, si je prends par exemple le rouge, je vais choisir saturation, et bien regarde, je bouge ça, automatiquement le panneau TSL, il vient de s'ouvrir, et c'est bien la saturation qui est en train de changer. Mais je pourrais choisir la teinte, si je souhaitais, ou bien encore la luminosité. Et tu vois que c'est beaucoup plus fin, en fin de compte, tu peux, et tu sens, là, je peux pas te le faire transmettre, mais en fait, quand tu tournes les molettes, si tu veux, tu as des crans. Tu les sens, l'écran. Donc, tu peux facilement passer de 1 en 1, tu vois, au lieu de... Donc, tu peux augmenter rapidement. C'est très, très facile de régler tout ça. Voilà. Donc, là, je fais... Hop. Bon, je t'avoue qu'il y en a tellement, je vais revenir comme ça avec la souris. Aussi simple que ça. On va appuyer sur le 2. Et maintenant qu'on a fait ça, une chose que je fais une fois que j'ai en fin de compte obtenu la colorimétrie qui m'intéresse, eh bien c'est d'aller d'envoyer mon image vers le logiciel que j'utilise pour gérer la netteté et le bruit. Alors bien sûr, tu sais de quoi je parle hein, depuis le temps. J'ai fait une vidéo il y a plusieurs mois de ça dessus. C'est Denoise de chez Topaz. Et alors pour faire ça, eh bien j'ai programmé justement
une option. Et l'option, elle est là, éditer dans l'éditeur externe. Alors, c'est quoi en fin de compte? Eh bien, Lightroom, lui, certaines fonctionnalités de Lightroom sont connues en fin de compte par Loupedeck. Tout ceci est géré dans le logiciel qui vient avec la console. Le logiciel, en fin de compte, il tourne, si tu veux, en démon, à l'arrière-plan. Là, je vais l'ouvrir et voici l'interface. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme je t'ai dit en intro, cette console, elle fonctionne avec Lightroom, certes, mais elle fonctionne avec plusieurs applications et même une infinité d'applications à partir du moment où tu peux créer des raccourcis clavier. En ce qui concerne Lightroom et d'autres d'ailleurs, regarde si je clique là-dessus, toutes les applications que tu vois avec le logo de Loupedeck, c'est-à-dire ce disque blanc dans lequel il manque un quart, eh bien ce sont des applications sur lesquelles la console reconnaît les fonctionnalités du programme. Ainsi, on peut ne pas être limité, si tu veux, à des raccourcis clavier. Comme on le sait, Lightroom ne nous donne pas la possibilité de créer des raccourcis clavier. Elle utilise des raccourcis clavier, mais on ne peut pas en créer des nouveaux. Et donc là, eh bien, pour Lightroom, par exemple, c'est celui qui nous intéresse, mais tu vois qu'il y a Illustrator, Final Cut Pro, il y a même Capture One. Si tu n'utilises pas Lightroom, tu peux utiliser Capture One ici. Photoshop, bien sûr, Premiere Pro et Spotify. Et puis, il y en a plein d'autres. Mais alors, pour Lightroom, du coup, eh bien, il va reconnaître tout plein de fonctionnalités. Par exemple, là, si je déroule, eh bien, tu vas avoir dans Éditer, tu vas trouver toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir propres à l'éditer. Toutes les fonctionnalités, par exemple, en ce qui concerne la notation et les collections. Alors, par exemple, là, eh bien, tu vois, donner 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, toutes ces fonctionnalités-là, on pourrait en fin de compte les appliquer au bouton. Il suffirait de les faire glisser et on va le faire tout à l'heure. Alors, justement, en ce qui concerne appeler un éditeur externe depuis Lightroom, comme s'il ne s'agit pas d'une fonctionnalité propre à Lightroom. Lightroom ne connaît pas Denoise, elle connaît parce qu'il y a un plugin de Denoise qui est installé, mais sinon c'est pas intrinsèque à Lightroom, donc du coup Loupedeck ne peut pas connaître ce plugin-là. Alors comment on fait? Eh bien à ce moment-là, heureusement dans Lightroom, si on va dans les préférences du logiciel, dans l'onglet édition externe, c'est là qu'on va gérer l'export vers Photoshop, mais aussi les exports vers les éditeurs supplémentaires. Et il s'avérait que mon éditeur supplémentaire par défaut, c'est Denoise AI. J'aurais pu en avoir d'autres, j'aurais pu avoir Sharpen AI, mais j'ai mis Denoise AI. Ce qui veut dire que, en fin de compte, quand je reviens dans Loupedeck, eh bien je peux appeler cette fonctionnalité, par exemple, External. Alors, il ne va pas le trouver là, je vais faire simplement Edit à ce moment-là. Voilà. Tu vois, on a Edit dans une autre application. Et quand tu utilises ça, eh bien, ça va ouvrir automatiquement l'éditeur supplémentaire par défaut. Et c'est comme ça que je l'ai fait glisser, que je l'ai mis à cet endroit-là. Alors, justement, si on part d'ici, eh bien, regarde, je vais appuyer sur ce bouton-là. Ça m'ouvre la fameuse pop-up de Denoise. Là, il me suffit d'appuyer sur le E là pour entrer. Et maintenant, eh bien, comme d'habitude, il va me générer un TIFF à partir de mon DNG et ensuite, il va envoyer ce TIFF vers Denoise AI. Là, je suis ici. Ce que je vais faire, c'est simplement appliquer et puis ça va prendre plusieurs secondes pour pouvoir me générer justement mon TIFF dans lequel il va appliquer le traitement de gestion de bruit et de netteté. Alors ça prend un peu plus de temps ici que normalement, tout simplement parce que je suis en train d'enregistrer mon écran et ceci demande pas mal de ressources et en plus il y a Lightroom et Photoshop déjà d'ouvert. Voilà. Une fois que le fichier va nous être rendu dans Lightroom, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais envoyer ce fichier-là vers Photoshop et c'est justement là où j'ai envie, je passe à la lumière ici, c'est justement là que j'ai envie de changer quelque chose au niveau du fonctionnement de l'accessoire ici et on va le faire ensemble. Alors, ça prend un petit peu de temps ici, 6 secondes. Voilà, il va nous sauver le fichier et on va se retrouver automatiquement dans Lightroom. Tu remarqueras que l'écran, justement, ici, il a changé. Il ne reconnaît pas qu'on est dans Lightroom, il ne connaît pas ce programme de Denoise, donc il nous a affiché d'autres fonctionnalités. Donc là, on est revenu dans Lightroom, notre écran s'est réadapté à ça. Alors maintenant qu'on a ça, eh bien, on va donc aller dans Photoshop. Avec Loupedeck, c'était par défaut pour ouvrir une photo dans Photoshop, il faut d'abord aller
sur le 8, ça ouvre en fin de compte un menu d'export. Et là, le menu d'export que tu vois, eh bien, on peut faire différentes choses. On peut faire une conversion vers DNG, on pourrait exporter avec des presets ou exporter comme l'export précédent. Ou bien on peut envoyer vers Photoshop ou bien éditer dans l'éditeur supplémentaire. Donc tu vois que cette fonctionnalité-là, je l'ai simplement mis, moi, dans le numéro 2, mais elle existait au départ. Et ce que j'ai envie de faire, eh bien, c'est de changer, de bouger en fin de compte cette fonctionnalité-là, d'ouvrir dans Photoshop, de le rajouter dans le numéro 2. Parce qu'à chaque fois, tu es obligé d'appuyer sur le 8, d'appuyer sur ça. Alors que si je l'avais dans ce panneau-là, ça serait bien pratique. Alors justement, est-ce qu'il y a une fonctionnalité ici que j'aimerais modifier? Eh bien oui, par exemple ici, cette option-là, ça permet de copier en fin de compte les paramètres de développement pour ensuite les coller. Et je t'avouerai que ce n'est pas quelque chose que je fais de cette façon-là. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de remplacer ça par autre chose. Alors comment je vais faire? Eh bien, on va aller justement dans Loopdeck CT dans la config. Ici, donc tu remarques, on est sur la bonne page ici, et ce qui m'intéresse, eh bien, c'est d'ouvrir dans Photoshop. Alors, je vais faire la recherche et je vais chercher Photoshop. Et là, il nous en trouve deux. Alors, il nous en trouve un par rapport à Lightroom classique et un autre par rapport au système qui permet d'activer la fenêtre de Photoshop. Ce n'est pas celle-ci qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ouvrir une image dans Photoshop. Et là, eh bien, il me suffit simplement de prendre et de le lâcher ici par-dessus, et maintenant il est là. Et c'est tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, les paramètres sont stockés dans l'application elle-même. Mais on a la possibilité aussi d'exporter, en fin de compte, nos paramètres, notre profil. Et pour le faire, eh bien, il suffit d'aller dans les configurations. Tu remarqueras que tu peux choisir, en fin de compte, le type de console que tu as. Voici la fameuse console, c'est la dernière version de la console de type clavier, mais il y en avait une ancienne qui était la classique ici. Alors nous, celle qui nous intéresse, c'est celle-ci, la Loopdeck CT. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve certains paramètres au départ, et on trouve par exemple ce paramètre Flash Drive. Flash Drive, qu'est-ce que c'est? En fin de compte, c'est simplement parce que cette console-là, eh bien, elle a un disque dur à l'intérieur, un disque dur de 8 Go. Alors tu vas me dire, bah, quoi bon? Mais tu vas voir que ça a son intérêt. Ça peut être très intéressant d'avoir cet espace disque. Et on va le voir immédiatement. Si je clique dans Profil, ici, là, je vais avoir la possibilité d'importer des profils, mais je peux aussi en exporter. Et justement, ce que l'on va faire, eh bien, on va exporter le profil de Lightroom que l'on vient justement de modifier. Et tu vas regarder où est-ce que je l'exporte. Je l'exporte sur un disque dur qui s'appelle LD Drive. LD Drive, c'est Loopdeck Drive. C'est notre fameuse console. Et alors, pourquoi je fais ça? Alors, je vais sélectionner Lightroom ici et je vais l'écraser. Pourquoi je fais ça? Eh bien, c'est extrêmement pratique. Ça veut dire que partout où je me trouve avec ma console, je pourrai toujours installer le profil sur l'ordinateur en question, qui ne connaît peut-être pas, et je pourrais travailler comme à la maison. Je pourrais très bien imaginer copier non seulement un profil pour Photoshop, mais je pourrais très bien copier des actions, des brosses, tous les fichiers, enfin les fichiers de préférence par exemple, tout ce dont j'ai besoin pour les programmes pour pouvoir utiliser cette console correctement. Cette console ou bien les autres programmes en question. Donc si tu fais de la musique ou de la vidéo, peut-être que tu as des codecs et des choses comme ça que tu as envie de sauvegarder. Ou des plugins, tu pourrais sauvegarder, tu ne vas pas sauvegarder des images, 8 Go, tu ne vas pas aller loin. Mais tout ce qui est fichier de configuration, etc., ça peut être extrêmement pratique. Les préférences Photoshop, les préférences de Lightroom, par exemple, tu pourrais les stocker ici. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant. Donc là, je vais écraser donc, le fichier, voilà. Et parce que ça m'arrive effectivement d'aller chez des stagiaires ici, des photographes en Écosse, où je vais dans leur studio pour les aider. Et donc ça m'est arrivé de faire toute une journée de développement, de leur montrer comment Lightroom fonctionne, Photoshop, etc. Et à ce moment-là, eh bien, je prends ma console avec moi et j'ai juste à installer le programme Loopdeck sur leur machine, aussi simple que ça, brancher ma console, récupérer le profil et hop, je peux travailler comme à la maison et ils peuvent vraiment comprendre comment j'opère. Donc, voilà qui est dit. Maintenant qu'on est ça, eh bien, retournons justement dans Lightroom. Tu remarqueras que la fonction d'ouvrir vers Photoshop, elle y est. Et maintenant, il me suffit simplement d'appuyer dessus. Je me retrouve avec la pop-up pour ouvrir dans Photoshop. Je vais choisir de modifier l'original et je vais faire modifier. Là, l'image, bien sûr, va s'ouvrir dans Photoshop. Et tu remarqueras que notre interface ici, elle a changé. Elle a été détectée que nous n'étions plus dans Lightroom, qu'on est dans Photoshop. Photoshop est un programme qui est reconnu
par l'Odex CT et qui va reconnaître donc les fonctionnalités de Photoshop. Alors, qu'est-ce qu'on trouve par exemple sur cette première vue? Tu remarqueras le lasso ici. Tu remarqueras, ici on a le marquis. Ça, c'est pour faire une désélection. Ensuite, ici, on a la création d'un nouveau calque. Ici, tu remarqueras le pansement, le tampon, la brosse. Et ensuite, les trois dessous, eh bien, c'est des fonctionnalités que j'ai créées. Mais on remarquera qu'on a d'autres options. Par exemple, regarde ce qui se passe si je fais ça. C'est extrêmement pratique pour pouvoir zoomer rapidement dans ton image au lieu de faire des combinaisons de touches. Regarde comme c'est extrêmement pratique. Et puis, de même, on pourrait programmer l'autre chose. Alors, une première chose que je fais dans mes images, quand j'arrive dans Photoshop, eh bien, la première chose, ça va être de créer un nouveau calque. Donc, hop, regarde, ça y est, j'ai créé un nouveau calque. Alors, je vais pouvoir zoomer un peu plus, et puis on va faire un petit peu de nettoyage. Je ne vais pas faire beaucoup de nettoyage, simplement pour te montrer à quel point je peux naviguer assez rapidement avec cet outil-là. Le premier outil que j'utilise, c'est vraiment l'outil le plus principal pour moi, c'est le pansement. Voilà. Et là, eh bien, avec le pansement, tu remarqueras qu'on a différentes options sur le côté. Alors, par exemple, la taille. Regarde cette molette. Je vais mettre mon curseur ici sur sa tête. Et regarde, maintenant, tu vois à quel point, en tournant cette molette, je peux varier la taille. Donc, c'est quand même extrêmement rapide. C'est drôlement bien. Par exemple, aussi, l'opacité. Alors, l'opacité, il n'y en a pas pour ce qui concerne le pansement, mais il y en a pour le tampon, par exemple. Et la dureté, eh bien, on pourrait régler la dureté de la brosse, par exemple. Alors là, pour cet outil-là, j'utilise toujours sans dureté. Et puis maintenant, donc si on commence. Alors sur la touche E, par exemple, j'ai programmé la touche E pour être la main, ce qui me permet de naviguer. Donc comme ça, je peux me déplacer rapidement. Voilà. Là, hop, on va réduire la taille. Là, comme ça. Et puis maintenant, donc, il me suffit de faire du nettoyage. Là, tu peux voir, hein, c'est de pouvoir zoomer facilement sur l'image, rapidement, de passer sur la brosse, de changer la taille de la brosse. Alors là, effectivement, comme tu peux voir, ça rame un petit peu à cause justement de ma carte graphique qui va être changée justement lundi et le fait que j'enregistre justement mon écran. Tiens, hop, il y a ça là, il y a ce cheveu là, hop, il y en a sur le visage, hop. Si j'avais pas la console, ça serait quand même relativement difficile de faire tout ça avec le clavier. Hop. Je ne vais pas faire beaucoup. Je vais y aller très très vite comme ça. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Allez, cette partie-là. Là. Et puis utilisons le tampon, tiens, pour changer. Alors le tampon, pareil, alors je vérifie la dureté vraiment la plus basse, la taille, ok. Et puis tu remarqueras que sous les boutons ici, on a les touches de modifier. Par exemple, le majuscule, le contrôle, le alt, la pomme pour le Mac. Et eh bien là, il me suffit d'appuyer sur le 4. Tu t'aperçois que maintenant, eh bien, j'ai la source. Eh bien, il me suffit simplement, hop, de sélectionner ça. Je vais réduire, en fin de compte, la taille. Et puis, je peux passer comme ceci. Alors là, regarde, le flux, il est à 11 en haut. Eh bien, je pourrais augmenter le flux. Voilà, pour venir à 30 par exemple, ce qui est un flux que j'utilise, une valeur de flux que j'utilise très souvent. Voilà. Et puis on va revenir ici, hop, un petit coup par là, hop, ici. Bon, je vais très très vite hein, là, hein, honnêtement. D'habitude, je fais les choses un peu plus propres, bien sûr. Hop, là. Et puis tiens, si on essayait de corriger ça, voilà. Allez, le tampon, on va prendre une lecture ici. Là, hop, permet d'assombrir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? On a ça qui est un petit peu lumineux, ça qui est un petit peu lumineux, ça, on va pouvoir le retirer. Voilà, hop, hop. Ici, qu'est-ce qu'on va retirer d'autre? Hop, là, comme ça. Voilà.
Et puis on pourrait faire plein d'autres choses encore, mais je vais pas le faire comme ça aujourd'hui. Alors, une autre fonctionnalité que je fais, une fois que j'ai fait ça, généralement, je vais gérer, une fois que j'ai fini le traitement, hein, je vais gérer le traitement de peau. Et alors, pour traitement de peau, ben, j'ai un plugin. Alors, le plugin, pour qu'il fonctionne, il faut que j'ai non pas un calque transparent, il me faut une image complète. Et donc, pour ça, eh bien, il nous faut, en fin de compte, normalement, faire une combinaison de touches qui consiste à faire majuscule, Alt, CTRL et E pour un Windows, ou bien commande E. Et là, eh bien, j'ai créé une fonctionnalité ici qui est de créer un calque à partir de ce qu'on a dessous. Et quand je clique là-dessus, tu vois qu'il m'a créé un nouveau calque à partir de ce qu'il y a dessous. Et maintenant que c'est fait, eh bien, je peux lancer un programme, le plugin en question, qui est Portraiture. Et là, si j'appuie là-dessus, eh bien, il va nous lancer le filtre Portraiture, voilà, qui se lance. Si tu ne connais pas ce logiciel-là, je t'invite à voir une vidéo que j'ai faite il y a un bon nombre d'années, parce que vraiment, ce logiciel, je l'adore. Eh bien, le lien s'affiche en haut à droite, voilà. Alors là, eh bien, je prends une valeur ici, une valeur là. Ce qu'il est en train de faire, c'est simplement la séparation des fréquences. Hein. C'est tout. Mais de façon très très bien. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, eh bien, généralement, il me suffit d'aplatir le total avant d'aller dans Lightroom. Alors, pour aplatir le total, eh bien, j'ai fait en sorte que ce soit la touche 3, si je ne l'ai pas paramétré de cette façon-là. Donc, j'appuie sur 3 et tu vois, ça m'a fait ça. Maintenant, je pourrais sauvegarder. Donc, je clique sur sauvegarder, voilà qui est fait. Et j'ai envie d'aller voir ce que ça donne dans Lightroom. Eh bien, au lieu de bouger ma main, en fin de compte, vers le clavier, pour retourner dans Lightroom, il me suffit de cliquer sur le 2. Et là, je suis dans Lightroom. Et effectivement, comme tu peux voir, eh bien, les changements ont été appliqués. Si je suis satisfait de ça, très bien, je peux retourner dans Photoshop. J'ai programmé la touche 6. Me voilà dans Photoshop. C'est le fameux activer Photoshop. Tu te rappelles qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ça m'active la fenêtre de Photoshop. Et maintenant, eh bien, je pourrais fermer cette image et retourner dans Lightroom. Mais avant de faire ça, il y a une autre fonctionnalité aussi que j'aimerais bien rajouter. Et oui, comme tu peux voir sur l'écran, j'ai Denoise ici, mais je n'ai pas Sharpen. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien avoir. Alors, pas pour cette image-là, mais bon, puisqu'on est là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, par exemple, là, déjà, je vais dupliquer mon image. Alors, je ne peux pas la faire comme ça ici, il faut que je la déplace avec mon curseur. Mais, pour pouvoir ajouter Sharpen, il faut savoir une chose, c'est que comme Denoise, eh bien, ce ne sont pas des fonctionnalités propres à Photoshop. Donc, Loopdeck ne connaît pas ce plugin-là. Et donc, il me faut créer un raccourci clavier. Alors, pour créer un raccourci clavier, eh bien, il suffit d'aller dans Édition, en haut ici, raccourci clavier. Et là, eh bien, on sait que ça va se situer dans Filtre. Il suffit que je descende tout en bas du filtre. Voilà, il y a quand même un paquet de filtres. Voilà, et là, on arrive Topize, voilà, Denoise et Sharpen. Alors, en ce qui concerne les raccourcis clavier, eh bien, je ne peux pas en faire, j'ai pas 36 000 solutions, je t'avouerai, sur le Mac, parce que mon clavier, lui, utilise tout ce qui est F1, F2, F3, etc. Utilise ça pour changer la luminosité, bien que ça, je n'utilise pas ça, mais par exemple pour le volume, arrêter de jouer de la musique, etc. Et donc au final, je me retrouve à avoir uniquement le F5 et le F6. Mais bon, pour l'instant, ça ne me bloque pas trop. Alors tu remarqueras que j'avais créé en fin de compte un raccourci pour Denoise. J'avais d'ailleurs créé un raccourci pour Portraiture. Portraiture, c'était option majuscule, la pomme et puis le F5. Et donc pour Sharpen, il me faut en créer un. Et bien là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais simplement faire majuscule, contrôle, option, la pomme. Et là, comme c'était Denoise, c'était F6, je vais faire F6. Donc voilà le gros raccourci. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je m'assure ainsi que ce raccourci-là n'est pas utilisé déjà par Photoshop pour une autre fonctionnalité. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, eh bien on fait OK. Et il me suffit d'aller dans la configuration de Loopdeck. Donc on n'est pas dans Lightroom, on va aller dans Photoshop. Voici Photoshop. Et c'est donc ce carré-là qu'on va remplir avec cette fonctionnalité. Alors pour cette fonctionnalité-là, eh bien je vais arrêter la recherche de Photoshop, je vais fermer ça. Et là, je vais même fermer Photoshop ici, et on a Custom, qui veut dire personnalisé en anglais. Et j'ai déjà créé, bien sûr, pour Denoise, pour Portraiture et l'autre. Donc, c'est un répertoire dans lequel j'ai créé mes propres fonctionnalités. Et là, il va falloir en créer une deuxième. Et là, je vais simplement lui donner un nom, on va l'appeler Sharpen, pas très créatif. Et là, bien sûr, eh bien, on va taper notre combinaison de clés. Donc, Shift, CTRL, Option, Commande et F6. Voilà.
Maintenant, je clique sur OK. Et puis, on peut rajouter une icône. Et ça, c'est drôlement pratique, parce que c'est ce que l'on voit. Alors là, tu l'as sur l'écran, Lightroom et Photoshop. Là, c'est moi qui les ai rajoutés pour rendre actif la fenêtre de Lightroom ou Photoshop quand je ne suis pas dessus. Mais ici, on va choisir un fichier. Alors, qu'est-ce que je suis allé? Je suis allé en Google, j'ai cherché Sharpen AI logo dans Google Images, et puis j'ai trouvé un PNG. Il suffit de cliquer là, et puis ensuite, on va régler la taille. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Et puis, on va cliquer sur sauvegarder, et ensuite sauvegarder. Maintenant que c'est fait, je vais le prendre, et je vais le déplacer ici. Voilà. Et là, comme tu peux voir, eh bien, il a l'air de faire la même taille. Regardons justement, si je clique ici dans Photoshop, regarde, tu vois, il nous a rajouté donc cette icône, et qui est plus ou moins de la même taille que Denoise. Et donc, comme ça, c'est très facile, visuellement, de savoir quelle est la fonctionnalité pour le faire. Testons l'affaire. C'est pour ça que j'avais créé donc ce nouveau calque. Si j'appuie là-dessus, eh bien, on voit qu'il est en train, justement, de nous invoquer Topaz, et il nous ouvre Sharpen. Alors, j'ai rien à faire dans Sharpen, donc je vais fermer ici. Voilà. Et puis, on va supprimer donc ce calque dont je n'avais pas besoin. Alors, c'est Photoshop qui m'envoie ça, parce que tout à l'heure, il a cramé. Donc là, on va aplatir de nouveau, comme ceci, et puis on va sauvegarder, voilà. Et pour fermer, eh bien, j'avais créé la touche 8, ça me ferme ma feuille, mon document, et j'appuie sur le 2 et je retourne dans Lightroom. Voici, en fin de compte, comment on peut travailler dans Lightroom et Photoshop grâce à cette fonctionnalité. Alors, je vais remettre ma lumière, comme ça tu vas pouvoir mieux me revoir. Et voilà, il y a plein de choses. On aurait pu passer plusieurs heures, en fin de compte, à parler des paramètres de cette console, les différents panneaux qu'on peut créer, les variantes que l'on peut avoir dans la molette, etc. Je voulais simplement te montrer vraiment l'essentiel, de te montrer comment je travaille. J'espère que tu comprends vraiment l'avantage d'un accessoire comme ceci. Certes, ce n'est pas un accessoire très... j'allais dire, c'est pas un accessoire donné, hein. Il est quand même relativement cher. Tu as le lien vers cet accessoire dans l'article blog qui accompagne cette vidéo, justement. Le lien est dans la description. Mais je trouve que ça a changé dramatiquement ma façon de travailler. Ça l'a nettement amélioré, plus rapide. C'est vrai que j'ai la chance, avec ma tablette graphique, j'ai des boutons, effectivement. J'ai même une molette ici, etc. Mais je t'avouerai que ça devenait très limité, parce qu'en fin de compte, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boutons, plus 4 autres boutons qu'on pouvait paramétrer avec la molette. C'était quand même très limité à chaque fois, et ça, je trouve que c'est extrêmement rapide. Surtout, comme tu as pu voir dans Lightroom aussi, quand il s'agit de changer les valeurs des curseurs, eh bien, tu vas très rapidement, en fin de compte, changer la colorimétrie, etc. C'est extrêmement pratique. Donc, dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Dis-moi si tu utilises une console, peut-être celle-ci, peut-être une autre, peut-être celle qui ressemble à un clavier, ou même d'une autre marque. Dans une autre vidéo, on aura l'occasion de parler d'une autre type de console. Voilà, c'est la Tourbox, beaucoup moins cher que cette version-là du CT, mais beaucoup plus limitée, bien sûr. Donc on verra comment ça fonctionne. C'est un peu plus difficile, je dirais, d'utilisation, mais ça peut être pratique, surtout si tu es en petit budget. Donc voilà, dis-moi tout ça dans un commentaire. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce, ça aide bien entendu. Et en attendant, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers!